Chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à l'émission Forêt, Développement durable et Environnement. Très heureuse de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Si au numéro précédent, nous avons longuement parlé de la RED+ et de ses axes stratégiques, aujourd'hui, nous vous invitons à la découverte du programme d'investissement forestier en sigle PIF. À cet effet, nous recevons M. Grégoire Nkewa. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Pouvez-vous, pour commencer, nous parler de vous, votre profil, votre parcours, ce que vous êtes ou ce que vous faites? Merci beaucoup. Je suis ingénieur en chef des eaux et forêts à la retraite, à la demande du ministre Henri Djombo à l'époque et tout récemment de madame Rosalie Matondo. Je continue de prêter mes services au niveau du ministère en charge des forêts et je suis point focal PIF, CAFI, PIF. C'est le sigle du programme d'investissement forestier, un mécanisme financier qui est utilisé par la Banque mondiale pour appuyer les pays en développement pour réduire les émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Et CAFI, c'est le sigle anglais de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, une initiative qui a été lancée par la Norvège en 2015 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour le reste, si vous voulez, je suis marié, père de 2 enfants. Je suis un ancien de la Roumanie. J'ai fini mes études en 1978. Je suis sorti de l'université des forêts de la ville de Brașov, au nord de Bucarest. Alors, monsieur Nkewa, qu'est-ce que le PIF? Pourquoi le PIF? Depuis 2000, comme vous le savez, notre pays met en œuvre la RED. Il s'agit en fait de la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, y compris la gestion durable et l'accroissement des stocks de carbone. Donc ce processus a été lancé depuis 2008. Il a permis dans sa première phase d'élaborer des outils méthodologiques conformément aux décisions de Varsovie. Nous étions à la 19e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc les 8 décisions portent sur les mécanismes institutionnels, mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les outils méthodologiques qui doivent être mis en place par les pays qui s'engagent dans le processus RED. Donc après cette première phase, nous sommes rentrés dans la deuxième phase, puisque à Accra, en 2016, la réunion du Fonds de partenariat pour le carbone forestier, c'est un mécanisme financier qui est utilisé par la Banque mondiale, donc un autre mécanisme qui appuie les pays dans la phase de préparation. Je disais donc que cette réunion a constaté que le Congo avait élaboré les principaux outils de la RED, et donc notre pays a été autorisé à passer à la deuxième phase, dite la phase d'investissement, au cours de laquelle nous allons élaborer les projets, des projets concrets qui vont nous amener à la troisième phase, qui est la phase la plus attendue, c'est-à-dire la phase de paiement de crédit carbone. Alors, comment mettre en œuvre des projets? Cela ne peut pas se faire de manière disparate, désordonnée. Il faut un cadre de référence. Et ce cadre de référence, nous l'appelons plan d'investissement de la stratégie nationale RED. Donc, dans un premier temps, ce plan d'action va s'exécuter sur la période 2018-2025. La borne de 2025 correspond à l'horizon au terme duquel notre pays sera émergent. Donc, des projets vont être élaborés sur la base des 5 axes de la stratégie nationale RED. Le premier axe porte sur le renforcement de la gouvernance. Il s'agit de regarder au niveau des secteurs qui sont les plus en vue dans le cadre du processus RED, les mines, l'agriculture, l'énergie, les affaires foncières, l'aménagement du territoire. Est-ce que nous avions des textes législatifs et réglementaires aujourd'hui qui nous permettent d'avancer dans le processus RED? Sinon,
Il faut les réviser pour les cadres juridiques qui existent, sinon les élaborer là où le cadre juridique n'existe pas. Il en est de même pour les politiques, les cadres de concertation. Je voudrais faire allusion par exemple au Conseil national de l'environnement qui a été mis en place depuis les années 80 et qui ne s'est jamais réuni. Voilà donc le premier axe. Le deuxième axe porte sur la gestion durable des forêts. Il s'agit particulièrement de mettre en œuvre des projets qui portent sur l'aménagement durable des forêts, sur la promotion de l'exploitation à impact réduit, sur le développement des plantations forestières, l'élaboration d'un plan d'affectation des terres, d'un plan national, je voulais dire. Le troisième axe porte sur l'amélioration des systèmes agricoles, comme vous le savez. L'agriculture est citée ou considérée comme l'un des principaux moteurs de la déforestation. Donc il faut regarder comment faire en sorte qu'on défriche moins. Et parmi l'un des systèmes qui a été identifié, c'est l'agroforesterie, qui nous permet d'enrichir le sol avec l'azote en utilisant des espèces fixatrices d'azote. Il s'agit également de réduire les jachères en utilisant certaines espèces comme le mukuna. Le quatrième axe porte sur le bois énergie. Brazzaville, Pointe-Noire, Caïd, Dolisie, bref, les plus grandes agglomérations de nos pays sont confrontées à un problème d'approvisionnement en bois énergie, puisque 90% de l'énergie domestique qui est utilisée provient du bois énergie, donc bois de chauffe, charbon de bois. Et il faut également améliorer l'efficience énergétique en utilisant par exemple les foyers améliorés qui nous permettent de réduire la consommation du charbon de bois à hauteur de 30 jusqu'à 50%. C'est une technologie qui est bien maîtrisée au niveau de l'Afrique de l'Ouest et nous avions décidé également de promouvoir les foyers améliorés chez nous. Et enfin, le cinquième axe porte sur le développement d'un secteur minier vert. C'est vrai que pour l'heure, les mines ne constituent pas un moteur important de la déforestation, mais avec tous les projets miniers qui sont en vue, en partant de Nome Mbemba avec l'exploitation de fer, en passant par la Lekumu avec MPD. Là également, il s'agit d'une exploitation de fer. L'Oniari, DMC, en terminant par Point-Noir, Mag Minéral. Donc, à moyen terme, l'exploitation minière va constituer un moteur important de la déforestation. Donc, sur les 5 axes stratégiques de la stratégie nationale RED, nous avions identifié des priorités. Et naturellement, ces projets vont être soumis à nos partenaires techniques et financiers de manière à les mettre en œuvre et, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer à la phase de paiement de crédit carbone sur la base des résultats obtenus. Donc, en ce qui concerne plus précisément le plan d'investissement, je peux déjà dire qu'il est transversal, puisqu'il prend en ligne de compte les principaux secteurs concernés par les moteurs de la déforestation. Mais en plus, c'est un plan qui est équilibré au plan géographique, puisque nous partons de la Likwala avec les plantations agroforestières, particulièrement la plantation du cacao sous ombrage, en passant par la Sangha, le même projet, puisque nous sommes dans la même zone écologique. Au niveau de la cuvette congolaise, une partie, puisque une autre partie est concernée par ce projet plantation agroforestière. Il y a la promotion des forêts communautaires
pour permettre aux pêcheurs de régler le problème d'approvisionnement durable en bois énergie pour le fumage de poissons. Mais il y aura également des projets agroforestiers qui vont associer le cacao et d'autres cultures. Il y aura des associations fruitières avec des cultures vivrières qui ont un cycle de production court. On passe également par les plateaux et le pôle, où il y a un projet portant sur l'agroforesterie communautaire qui nous permet de sédentariser l'agriculture en utilisant, comment dirais-je, des systèmes agroforestiers, mais également en développant des plantations forestières, notamment les plantations villageoises, pour régler cet épineux problème d'approvisionnement de la ville de Brazzaville en bois de chauffe. Au niveau du Niari, c'est pratiquement la même thématique, puisque Loutete, Nkaï, Madingu, Loudima sont également confrontés à ce problème d'approvisionnement de bois. Mais le Niari, c'est aussi un département, ou si vous voulez, une zone écologique où les populations sont très actives dans le domaine de l'agriculture. Là également, il s'agit de sédentariser l'agriculture. Et enfin, on arrive dans les derniers écosystèmes. Il y a le Chahut, c'est le deuxième massif après celui du Nord, avec près de 5 millions d'hectares. Et on termine par le Kouilou, où il y a également ce dernier massif qui couvre environ 1,5 million d'hectares et qui prend également en compte les forêts côtières qui sont associées aux mangroves, qui sont des écosystèmes spécifiques et qui abritent comment dirais-je, une biodiversité, permettez-moi la tautologie, spécifique et parfois endémique. Voilà le plan d'investissement. Je puis dire que la Banque mondiale va nous accompagner. Il y a également le CAFI qui va nous accompagner. Donc, les plantations agroforestières dans la Likwala et dans la Sangha vont bénéficier d'un appui de 18 millions de dollars. Le pool plateau bois énergie et foresterie communautaire, ces activités seront financées par le PIF à hauteur de 8 millions de dollars. Bon, pour le reste, il s'agit de se battre. Nous avions le fonds vert, il y a une soumission qui est en cours avec l'appui de la FAO et nous avions sollicité un montant de 80 millions de dollars, 60 millions sous forme de dons et 20 millions sous forme de crédit, naturellement à un taux concessionnel. Voilà en gros le plan d'investissement de la stratégie nationale RED. Merci beaucoup, monsieur le point focal. Nous remarquons l'étroite relation entre le PIF et la RED+. Quelle est cette relation fonctionnelle d'une manière pratique? Dans le cas d'une mission conjointe que le PIF pourrait organiser avec la RED+, comment se fait la répartition des tâches sur place? Autrement dit, qui fait quoi? Nous revenons dans le cas du PIF, RED+. Je voudrais qu'on ne parle pas du PIF, qu'on parle plutôt du plan d'investissement. Effectivement, nous avions eu ce débat au départ avec la Banque mondiale, puisque au cours des premiers entretiens que nous avions eus, dans le premier draft, on parlait du plan d'investissement PIF. Nous avions dit à nos partenaires qu'il s'agissait de mettre en place un plan national d'investissement de la stratégie nationale RED. Je vais répéter que la RED, c'est, si vous voulez, le cadre programmatique à long terme. Comment allons-nous faire pour que progressivement la stratégie nationale RED soit mise en œuvre? Il faut aller étape par étape. J'ai dit 5 options stratégiques, à l'intérieur desquelles vous trouvez par option 3 à 4 sous-options qui sont déclinées en activités et sous-activités. Donc, la RED, c'est un gros paquet et nous allons l'attaquer progressivement. Le premier plan d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2018-2025. Nous allons faire le point
à l'horizon 2025 pour regarder qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et en 2005, quelles seront nos priorités pour aller sur le deuxième plan, certainement qui lui sera quinquennal. Donc la coordination nationale RED a pour mission de mettre en œuvre le processus RED, et le point focal PIF-CAFI a la mission d'élaborer le plan d'investissement RED. Naturellement, au bout de notre mission, le PIF va se fondre dans la coordination nationale RED, puisque nous aurons fini avec l'élaboration du plan d'investissement. Nous allons participer à une réunion du conseil d'administration du CAFI, où nous allons présenter la version 4 du plan d'investissement. Nous allons également participer au sous-comité PIF en décembre à New York. Là également, il y aura des retours. Nous allons continuer à travailler, à améliorer ce plan d'investissement. Nous allons faire du lobbying pour que les projets qui ne sont pas pour l'heure financés trouvent des financements. Mais comme je l'ai dit, à un moment donné, la scène RED sera structurée puisque c'est elle qui va suivre la mise en œuvre du plan d'investissement tout en finalisant sa première mission qui consiste à la mise en œuvre des outils pour permettre à notre pays d'avancer sur la RED. Donc les tâches sont bien réparties. Naturellement, nous avions une bonne collaboration avec la coordination nationale RED, qui est, il faut le dire, la structure de supervision de l'élaboration du plan d'investissement. Et d'où viennent les financements des activités du programme d'investissement? Nous sommes financés par le programme d'investissement forestier. C'est l'un des 5 mécanismes qui est utilisé par la Banque mondiale pour appuyer les pays en développement pour l'élaboration du plan d'investissement. Mais il y a également le CAFI. Donc, c'est ces 2 sources de financement. Le PIF finance à hauteur de $250 000 et le CAFI à hauteur de $620 000. Monsieur le point focal, d'aucuns pensent que les fonds injectés dans les projets se consument souvent dans des fonctionnements administratifs et techniques des institutions qui les dirigent, et ce au détriment même des communautés locales et des populations autochtones riveraines, qui sont pourtant des acteurs très importants. Qu'en pensez-vous? Est-ce le cas du PIF? Et quelle est la place des communautés locales et populations autochtones par rapport au PIF? Nous sommes à l'étape d'élaboration du plan d'investissement. Donc, les budgets sont clairement établis. Vous savez qu'avec la Banque mondiale, les règles sont strictes. On ne sort pas du budget. Les budgets qui nous sont alloués nous permettent principalement de financer l'appui international. Le plan d'investissement a été élaboré avec l'appui du bureau d'études TEREA, qui a été sélectionné sur la base des procédures de la Banque mondiale. Ensuite, c'est vrai, il y a le fonctionnement, mais qui n'est pas très important, c'est la communication, c'est également le carburant. Mais la partie la plus importante nous a permis à tenir les consultations départementales. Si vous avez suivi le discours de Madame la ministre à l'ouverture de l'atelier de validation du plan d'investissement, il y a eu 32 consultations départementales. Nous sommes allés dans tous les départements. Et naturellement, ce budget a permis les frais de déplacement pour ceux qui ont participé aux réunions, mais également les frais de mission pour ceux qui sont venus de l'intérieur de département. Nous avions également tenu d'autres concertations. Il y a le comité national RED qui s'est réuni du 5 au 6 septembre 2017. Il y a le comité de suivi de l'élaboration du plan
d'investissement qui regroupe une vingtaine de personnes représentant l'ensemble des parties prenantes au processus RED. J'ai cité les administrations publiques, la société civile, le secteur privé. Voilà en gros les principales rubriques des budgets qui nous ont affectés. Pour le moment, nous ne sommes pas à l'étape de réalisation des projets. Mais je puis vous rassurer que ces projets vont être réalisés par les populations locales. Et c'est elles qui vont tirer le meilleur profit de cet exercice. Les plantations agroforestières. Que ce soit le cacao sous ombrage, que ce soit le développement des plantations forestières. C'est les communautés locales qui vont les mettre en place. Donc c'est elles qui seront les principaux bénéficiaires des projets dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'investissement. Et ces communautés locales sont bien impliquées puisque lorsque nous avions tenu des consultations sur les projets plantations agroforestières, plantations forestières pour plateaux, nous avions fait déplacer les représentants des agriculteurs des différentes localités, naturellement, où les activités agricoles sont très développées, dans la Likwala, dans la Sanga, dans les plateaux, dans le Poul. La réunion du Poul s'est tenue, ou les réunions du Poul se sont tenues ici à Brazzaville pour les raisons que nous connaissons très bien. La vente des crédits carbone pourrait générer le flux des bailleurs de fonds internationaux au Congo, à vous entendre parler. Ne pensez-vous pas que cette vente pourrait avoir pour conséquence l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre? Non, je ne pense pas. Nous allons plutôt vers une augmentation de la séquestration de carbone. Pas une augmentation de la déforestation. Pour la simple raison que les plantations vont se faire pas dans les zones de forêt dense, mais dans les zones de savane. Nous allons utiliser les essences que vous connaissez très bien, pour lesquelles nous avions la maîtrise de la production du matériel génétique. Je fais allusion à l'eucalyptus. C'est en savane que nous allons mettre ces plantations. Les plantations agroforestières vont se faire dans les zones dégradées par l'agriculture. Donc il n'y aura pas une augmentation de la dégradation. La plantation du cacao sous ombrage ne va pas nous amener une déforestation outre mesure. Au contraire, si nous ne développons pas ces plantations, mais nous allons aller vers une déforestation beaucoup plus importante. Imaginez-vous, dans la Sanga, il y a plusieurs années, il y avait une production importante de cacao. Aujourd'hui, avec le réseau routier qui s'est développé, on peut partir de Ouesso jusqu'à Pointe-Noire, mais c'est un tremplin qui va permettre aux populations de se remettre dans le cacao. Et donc, si on y prend garde, l'agro-industrie va être un moteur important de déforestation. Donc, les projets que nous développons vont nous permettre, au contraire, de réduire, mais pas le contraire. Les projets que nous développons dans les zones forestières, en ce qui concerne l'option stratégique numéro 2, gestion durable des forêts, vont nous permettre de poursuivre le projet aménagement des concessions forestières, élaborer les plans d'aménagement, avoir une visibilité dans la gestion d'une concession forestière. Cela va se traduire naturellement par une réduction de la déforestation, parce que la planification va éviter de créer des réseaux routiers avec des plateformes de roulage qui sont importantes. Vous savez que dans le décret 2437, la bande de l'emprise de la route, si vous voulez, elle est autorisée jusqu'à 33 mètres.
Mais dans le cadre de l'exploitation à impact réduit, nous sommes en deçà de 30 mètres. Donc, en appliquant un tel projet, nous allons naturellement réduire la déforestation. Nous allons également vers des programmes comment dirais-je, de restauration des zones déforestées. Les parcs vont être reboisés, les parcs à bois. Nous allons également reboiser le long des routes forestières. Et si nous allons dans le Kwilu, les mangroves qui sont l'objet d'une forte dégradation vont faire l'objet d'une restauration. Donc le plan d'investissement va nous permettre de, comment dirais-je, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et d'accroître notre capacité de séquestration de carbone. De toutes les façons, je puis dire que le Congo n'est pas le problème dans le cadre du changement climatique. Nous ne sommes pas le problème. Nous sommes la solution, puisque nous avions une capacité de séquestration de carbone qui est évaluée à 72 millions de tonnes équivalent carbone. En 2015, nous n'avions émis que 21 millions de tonnes. Faites la différence, 72 millions, 21 millions. Et quand nous prenons le scénario émissions historiques, donc jusqu'en 2015, pour lesquelles nous disposons des données, et la période 2015-2020, nous sommes autour de 35 millions de tonnes, à peu près moins de la moitié de toutes les façons. Mais ça, c'est un scénario où nous n'avions pas l'appui de la communauté internationale. Et si on s'en tient à notre contribution prévue déterminée, c'est vrai que les 48% pour lesquels le Congo s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2025 ou de 54% à l'horizon 2050 ne prennent pas en ligne de compte la forêt. Mais je puis vous dire que le travail que nous sommes en train de faire prend en compte l'engagement que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris à la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sur les chiffres que je viens de vous communiquer. Donc le plan d'investissement n'est pas en marge de ces engagements pour confirmer l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et de la dégradation des forêts. Et si nous mettons en œuvre le programme avec cet objectif d'1 million d'hectares de plantations forestières, nous allons accroître de manière sensible notre capacité de séquestration de carbone. Oui, il est bon à savoir. Mais entre-temps, il s'est tenu à Brazzaville une série d'importantes réunions sur le plan d'investissement de la stratégie nationale RED+. Pouvons-nous en savoir un peu plus? Je crois que la dernière consultation à laquelle vous faites allusion, c'est l'atelier national de validation du plan d'investissement qui a regroupé près de 150 participants représentant l'ensemble des parties prenantes au processus RED. La première décision, c'est que le plan d'investissement a été validé avec amendement. Parmi d'autres recommandations qui ont été faites, je puis rappeler l'appui qu'il faut apporter à la société civile à travers la plateforme CACORED. Nous avions également recommandé que le conflit, l'épineux conflit homme-éléphant fasse l'objet d'une réflexion plus approfondie pour une solution durable. Nous avions également recommandé que le secteur artisanal soit un peu plus appuyé.
Nous avions également recommandé qu'il y ait, comment dirais-je, une concertation beaucoup plus étroite entre les différents ministères qui ont en charge les secteurs qui représentent les principaux moteurs de la déforestation. Voilà en gros ce qu'ont été les conclusions de cet atelier national qui s'est tenu du 18 au 19 septembre de ce mois. Merci Monsieur Nkewa. Nous allons vers la fin de l'émission. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire que nous sentons l'impatience des populations locales parce que depuis 2008, nous répétons le même message que la RED est un instrument de lutte contre le changement climatique, mais également un outil de lutte contre la pauvreté, un outil de diversification économique. À travers les projets que je viens de citer, l'un des objectifs poursuivis, c'est d'améliorer les revenus des populations qui vont se traduire par la lutte contre la pauvreté, mais les plantations forestières sont citées parmi les secteurs les plus importants de la diversification économique. Le pétrole s'épuise, nous l'avions compris. Voilà pourquoi de plus en plus nous parlons de la diversification économique. Et cette diversification économique va être portée par le secteur forestier. Pourquoi le secteur forestier? Mais parce que la forêt est renouvelable. Voilà l'atout de notre secteur. Les mines, le fer, le manganèse, etc., un jour, ils vont s'épuiser. L'économie de demain, c'est l'économie verte. Et au risque de me répéter, cette économie sera portée par la forêt et l'agriculture. Mesdames et messieurs, nous voici au terme de notre émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu M. Grégoire Nkewa, point focal PIF CAFI. Au plaisir de vous retrouver prochainement. D'ici là, portez-vous bien.